Nous sommes le soir d'Halloween 2020, dans le centre historique de la ville de Québec. Un homme armé d'un sabre japonais, extrêmement décidé à tuer, cherche ses victimes dans les rues de la ville. Cette histoire, c'est celle de Carl Giroir. Alors âgé de 24 ans, sans antécédent judiciaire, il finira par tuer 2 personnes et en blesser 5 autres avant d'être arrêté sans résistance après plusieurs heures de chasse à l'homme. Mais qui est vraiment Carl Giroir ? Et qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre de telles atrocités ? De sa jeunesse à son arrestation, puis son procès, tentons d'analyser ce tueur d'Halloween. Carl est originaire de Sainte-Thérèse, près de Montréal. Sa mère Monique raconte. Dès la maternelle, on a constaté qu'il avait un comportement inapproprié pour son âge. C'est-à-dire qu'il courait après les filles de 6e année pour les embrasser. La directrice a fait un plan d'intervention pour Carl, en lui donnant des récompenses pour ses bons comportements. Par la suite, en 3e année de primaire, l'élève semblait devenir plus préoccupant. L'enseignante de Giroir a alors demandé de rencontrer ses parents avec un psychologue scolaire. La mère de Carl expliquera également que le jeune mangeait ses mines de crayon, qu'il avait un comportement perturbateur, qu'il donnait des coups, qu'il voulait se battre avec les autres garçons et qu'il n'écoutait pas les consignes. Vers l'âge de 10 ans, il rencontre 2 pédopsychiatres qui diagnostiquent chez lui un TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour lequel il prendra un traitement, du Ritalin plus précisément. Lors de cette première rencontre, il est également noté que le garçon a des absences de remords, mais il ne diagnostique chez lui aucun autisme, aucune schizophrénie. Jusqu'à son adolescence, il va souvent avoir des comportements dérangeants et provocateurs. Il semble avoir soif d'attention, et même s'il s'intéresse beaucoup aux autres, ses camarades de classe le rejettent. Au secondaire, Carl sèche les cours. Il ne fait plus ses devoirs, ne travaille plus et ne fait plus aucun effort. Carl explique : « Je croyais de moins en moins à l'école. Avec l'âge, j'étais de plus en plus focusé sur les jeux vidéo. J'étais en train d'associer mon jeu vidéo et faire une comparaison avec le monde réel. L'école, ce n'est pas bien, et on devrait vivre comme dans les jeux vidéo. C'est ça qui m'éloignait. » Replié sur lui-même, pour éviter de se faire blesser davantage, Carl s'enferme dans un autre univers, qu'il peut s'approprier en toute liberté, et qu'il va quasi continuellement confronter au monde réel, car la vie est pour lui trop cruelle. Là, pour nourrir son estime de soi, il commence à s'imaginer comme étant dans le rôle du persécuteur et à développer un sentiment de supériorité face aux autres. À 16 ans, Carl a abandonné l'école. Il explique : « Quand j'embarquais dans mon monde fantastique, avec des armes blanches, je me sentais plus plongé dans ce monde-là. Je prenais plus ça au sérieux. » Il dira aussi qu'avant même ses 18 ans, il pensait déjà attaquer des gens. Il avait exprimé tout ça dans un texte de français qui avait alerté son enseignant et un travailleur social. Plus tard, il dira également qu'il devait mourir lors de sa mission, et que c'est pour cette raison qu'il fallait qu'il laisse des notes derrière lui. Carl est extrêmement fragilisé par les éléments du passé. Il veut par tous les moyens remonter son estime de soi, pensant que ses différences avec les autres le valorisent. Il veut être dans le rôle de celui qui contrôle tout à présent. Il veut être pris au sérieux, il veut que les autres le voient, lui donnent de l'attention. À l'approche de sa majorité, c'était décidé. Il devait tuer des gens pour accomplir sa soi-disant mission. Sa mère raconte. Vers ses 18 ans, Carl commence à avoir un intérêt marqué pour les armes blanches et les costumes de samouraï. Quand elle lui demande pourquoi il se procure de tels objets,
il répond que c'est une collection. Après que des inondations aient endommagé le sous-sol de leur maison familiale, Carl a déménagé dans un appartement, puis en mars 2020, il a trouvé un nouvel appartement dans le même immeuble que son frère aîné. Là, sa mère Monique n'a plus le droit de le visiter sans son autorisation. Elle arrive tout de même à le voir le 30 octobre 2020, la veille des attaques dans le Vieux-Québec. Carl est blafard et dira dans un dernier texto « Je veux qu'on me laisse tranquille ». N'ayant jamais entretenu de relation amoureuse ou amicale, Carl explique qu'il se sentait mal de se rapprocher des gens, étant donné qu'il prévoyait de tuer dans un futur proche. À cette époque, il a un travail, dans lequel il est impliqué. Toujours à l'heure, ses supérieurs diront qu'ils étaient contents de lui, qu'ils voulaient le garder, créer un lien professionnel. Mais le jeune homme dira que tout cela le mettait très mal à l'aise, et que pour le bien de son plan, il ne pouvait pas se permettre de garder ses emplois plus longtemps. Il dira se sentir trop mal de se rapprocher des gens parce qu'il ne pouvait pas parler de ses idées top secrètes. Cette obsession dévorante qu'il a, c'est bien de reconstruire quelque chose, de rétablir l'ordre par le chaos. Désormais, ses choix, son comportement, ses attitudes sont entièrement guidés par sa dévotion maladive pour sa mission qui l'éloigne de tout le reste du monde. Carl explique. C'est comme un deuxième monde dans ma tête. C'est toujours dans ma tête, peu importe où j'allais ou ce que je faisais. Il y avait un nouveau Carl Giroir, concentré sur sa mission. Je n'ai jamais pu enlever ça de ma tête. Le soir du 31 octobre, Carl, alors âgé de 26 ans, arrive sur place dans le Vieux-Québec. Il sort de son véhicule, s'arme d'un katana et de vêtements sombres. Mais peu à peu, il se met dans un état de peur et d'angoisse quant à l'idée d'exécuter sa mission. Il dira avoir des coups de chaleur, ne plus vouloir être là, vouloir faire demi-tour. Il fallait que je me force pour commettre des gestes que je n'avais pas envie de commettre. Il fallait que je m'oblige à être fâché, dit-il. Carl se dirige alors vers les portes du château Frontenac, mais elles sont fermées. Son plan a maintenant complètement dévié. Là, il se sent perdu dans l'incompréhension la plus totale, ne pouvant plus avancer dans sa soi-disant mission. Acculé, frustré, il décide sauvagement d'attaquer la première personne qu'il voit. Il raconte. Je forçais mes coups. J'allais contre ma volonté. J'ai vu plusieurs personnes et je les ai attaquées avec mon sabre pour exécuter ma mission. Après le décès de Suzanne Clermont, la deuxième victime ayant perdu la vie, Carl Giroir raconte que sa mission avait de moins en moins de sens et qu'il ne voulait plus faire de mort. L'effet de ma mission était différent que ce que je pensais. Je pensais que j'allais avoir un sentiment d'accomplissement. Ça n'a pas été le cas. Je n'étais pas capable d'appeler ce que j'ai fait une réussite. Carl décide alors de prendre la fuite et se cache dans des arbustes près du port. Puis il est retrouvé et arrêté par la police. Plus tard, il a admis à son procès avoir tué 2 personnes et en avoir blessé 5 autres dans le Vieux-Québec le soir d'Halloween 2020. Mais il soutient qu'il n'est pas criminellement responsable pour cause de trouble mental. Carl Giroir a récemment été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Le juge Richard Grenier a souligné que Carl avait commis des crimes absolument atroces et qu'il avait détruit la vie d'une multitude de personnes. Pour finir, je vais conclure en disant que Carl, même si guidé par sa mission, savait très bien différencier le bien du mal et connaissait la gravité des actes qu'il allait commettre. Même si on pouvait déceler chez lui une forme de schizophrénie, ou psychose, ou encore psychopathie, rien ne peut justifier de telles atrocités. Incapable de se contrôler, il s'est laissé submerger par ses pulsions, son devoir d'accomplir une mission imaginaire qu'il a justifié lui-même en le qualifiant d'acte nécessaire pour établir un nouveau monde. Selon lui, il fallait commencer par ça pour changer le monde, quitte à y laisser sa vie.
Mais le plan a échoué, et il est doucement revenu à lui quand il a vu que rien de tout cela ne fonctionnait. Le seul alter ego dont il fait allusion à de nombreuses reprises, c'est le sien. Et je pense qu'on peut même affirmer aujourd'hui que Karl Giroir a une double personnalité, malheureusement mal décelée par les experts qui le suivaient depuis bien longtemps. Ce suivi qu'il avait a peut-être permis d'identifier une personne narcissique, victime de rejet, qui avait des troubles mentaux particuliers, mais avec le temps, Karl s'est réfugié dans ses fantasmes que lui procuraient ses jeux, l'empêchant définitivement de percevoir le réel, le poussant à commettre l'irréparable. Voilà l'histoire de Karl Giroir. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!